L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi adopté avec modification par l'Assemblée nationale relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, il y a un peu plus de 20 ans, avec la chute du mur de Berlin, l'Est de l'Europe s'ouvrait à la démocratie. Aujourd'hui, c'est au tour des pays du sud de la Méditerranée de s'engager courageusement sur cette voie. Face à cette situation, nous pourrions, c'est vrai, nous contenter d'une posture d'observateur passif. Nous devons bien au contraire, et je sais que vous en êtes comme moi convaincus, adopter une attitude responsable. Être responsable, c'est bien sûr apporter tout notre soutien à l'avènement de ces nouveaux régimes. Être responsable, c'est aussi faire face avec réalisme aux conséquences de ces bouleversements et en particulier à la pression migratoire qu'ils engendrent en direction de l'Europe. C'est aussi notre devoir vis-à-vis de nos voisins méditerranéens qui ont aujourd'hui plus que jamais besoin de toutes leurs forces vives pour se construire. Dans ce contexte d'espoir et de bouleversement, le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité que je reviens vous présenter prend donc une résonance toute particulière. Il constitue une occasion de traiter avec pragmatisme, notamment la question de l'immigration clandestine. Nous devons saisir cette occasion avec résolution et rapidité, qui est entièrement tournée vers l'efficacité républicaine, concrète, exclusivement opérationnelle. Ces dispositions sont indispensables et attendues par les services qui se chargent jour après jour de lutter contre l'immigration clandestine. Rapidement, pour permettre la transposition intégrale de la directive communautaire Retour en droit français et mettre fin à son application partielle, consécutive à l'avis émis par le Conseil d'État le 21 mars dernier. Nous avons pris sur la transposition de cette directive le temps du débat parlementaire et donc de la réflexion démocratique. Nous pourrons passer à l'action. La qualité du travail fourni par votre commission des lois, et tout particulièrement par son président, Jean-Jacques Hyest, et son rapporteur, François-Noël Buffet, en est un bon augure. Les travaux préparatoires ont en effet permis d'opérer avec succès plusieurs rapprochements importants entre la position du gouvernement et la sensibilité propre de la Haute Assemblée. Permettez-moi d'abord de vous rappeler les grandes priorités de notre politique d'immigration. Ces priorités découlent tout simplement des deux grands principes qui fondent depuis 2007 notre politique d'immigration. Premier principe, tout étranger en situation irrégulière a vocation à être reconduit dans son pays, sauf situation particulière. Deuxième principe, un étranger qui est accueilli légalement sur notre territoire doit être bien accueilli. C'est le sens que nous donnons au concept d'intégration. Ces priorités se traduisent concrètement chaque année par des résultats que le gouvernement a à cœur de vous transmettre. Vous disposez ainsi depuis quelques jours du 7e rapport au Parlement sur les orientations de la politique migratoire. Au terme d'un travail minutieux d'agrégation des données, ce document fait notamment ressortir pour l'année 2009 une baisse du regroupement familial de 12%, une baisse de l'immigration professionnelle, qui du reste est probablement liée à la crise économique de 10%, et une hausse de l'immigration étudiante. Mais plutôt que de vous faire un exposé sur des données dont vous disposez déjà, je préfère mettre en valeur les priorités du gouvernement. La première de ces priorités, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière.
Vous le savez, depuis 2007, ce sont plus de 110 000 personnes qui ont été éloignées vers leur pays d'origine et plus de 102 000 qui ont été refoulées à la frontière. Grâce à la LOPSI, entrée en vigueur le 15 mars dernier, nous disposons désormais d'un cadre juridique clair et fiable pour les contrôles d'initiative dans la bande frontalière des 20 km, ainsi que dans les ports, gares et aéroports ouverts au trafic international. Je souhaite par ailleurs que nous assurions de la sécurité juridique de nos procédures d'éloignement. C'est pourquoi, sur ma suggestion, le garde des Sceaux a diffusé récemment aux procureurs généraux une circulaire incitant les parquets à utiliser plus fréquemment leur pouvoir d'appel suspensif des décisions des juges des libertés et de la détention, même si, naturellement, chaque affaire mérite un traitement au cas par cas. Cette procédure d'appel est le gage d'une meilleure régulation juridique des décisions des JLD. Le projet de loi soumis à votre examen facilite d'ailleurs la mise en œuvre de cet appel suspensif en accroissant de 2 heures le délai ouvert au parquet pour l'exercer. Il nous appartient aussi de tirer le meilleur parti des possibilités offertes par la technologie. Comme j'ai pu le constater à Nantes en visitant la sous-direction des visas, le déploiement des visas biométriques est désormais une réalité. En 2010, 50% des visas délivrés par la France étaient des visas biométriques. Il est tout à fait nécessaire que sur notre territoire, les services de police et de gendarmerie soient en mesure de tirer le bénéfice de ces progrès dans la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est pourquoi, d'ici le mois de juin, 150 postes d'accès à la base de données VisaBio seront installés dans les services. La situation qui est constatée actuellement en Italie sur l'île de Lampedusa me conforte dans la volonté de mener avec détermination cette lutte contre l'immigration irrégulière. Et les résultats sont là. Entre le 23 février et le 6 avril, 1921 ressortissants tunisiens exactement, en situation irrégulière, ont d'ores et déjà été effectivement éloignés vers la Tunisie ou réadmis en Italie ou dans un autre pays européen. L'action que nous menons est strictement conforme au droit communautaire et aux conventions bilatérales conclues avec nos partenaires. À l'inverse, la France n'accepte pas les pratiques non coopératives et des instructions claires ont été données aux préfets et aux services de police et de gendarmerie pour que le respect des règles de Schengen soit scrupuleusement contrôlé. Je me suis rendu vendredi dernier à Milan pour rencontrer mon homologue italien. Nous nous sommes mis d'accord sur le principe d'une réponse concertée aux problèmes d'immigration clandestine que nous rencontrons depuis plusieurs semaines. Nous sommes convenus, par exemple, d'organiser, dans le cadre de Frontex, des patrouilles communes au large des côtes tunisiennes. Mais la solution durable contre l'immigration clandestine se trouve bien sûr dans un dialogue politique renouvelé avec les pays d'émigration. Nous devons, dans le cadre de l'Union européenne, apporter toute l'aide nécessaire aux pays de la rive sud de la Méditerranée, qui connaissent aujourd'hui une nouvelle ère de liberté. Nous devons les aider à aborder cette phase nouvelle de leur développement économique, mais nous devons aussi les convaincre que le règlement des questions migratoires est au cœur du partenariat que nous souhaitons nouer avec eux. C'est le message que j'ai porté hier encore à l'occasion de la réunion des 27 ministres de l'Intérieur européens qui se tenait à Luxembourg. Notre deuxième priorité, c'est la maîtrise de l'immigration régulière. Beaucoup déjà a été fait depuis 2007. Le regroupement familial a été réformé. Il ne représente plus que 15 000 titres de séjour par an, contre 25 000 avant la réforme. Parallèlement, et vous le verrez en lisant le rapport au Parlement sur les orientations de la politique d'immigration, l'immigration professionnelle a progressé, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, en 2009, les effets de la crise économique ont été observés. Nous devons aujourd'hui nous poser la question d'une nouvelle étape dans la maîtrise de l'immigration légale. C'était le sens de mes propos de la semaine dernière et je ferai dans les prochains jours
des propositions de réduction du nombre de titres de séjour délivrés chaque année. Notre troisième priorité, c'est celle de l'intégration. Certains s'interrogent sur les raisons pour lesquelles le gouvernement tient à maîtriser les flux migratoires. La raison, c'est que nous voulons que notre pays reste fidèle à lui-même, fidèle à ses valeurs, fidèle à la République. Notre capacité à accueillir n'est pas sans limite. La France est un pays ouvert, un pays généreux. Mais si nous voulons éviter les tensions, les préjugés, voire les risques de xénophobie, il faut que les flux migratoires soient maîtrisés, qu'ils restent à la mesure de notre capacité à les accueillir. Depuis 2003, près de 500 000 personnes ont signé un contrat d'accueil et d'intégration par lequel elles s'engagent à respecter les principes qui régissent notre République et à apprendre le français. Je souhaite, et le projet de loi va dans ce sens, que nous nous assurions que chaque étranger accueilli en France, et à plus forte raison chaque candidat à la naturalisation, dispose d'un niveau suffisant de maîtrise de notre langue. J'étais ce matin même dans le Val d'Oise avec votre collègue Hugues Portelli pour faire le point sur notre politique d'aide à l'apprentissage du français. J'ai rencontré à cette occasion les responsables associatifs de cette action. Je me suis aussi entretenu avec des migrants qui font cette démarche d'intégration. Leur exemple le prouve, maîtriser notre langue, c'est bien évidemment trouver plus facilement du travail et avoir plus de prise sur l'éducation de ses enfants. Enfin, notre quatrième priorité est de garantir la soutenabilité de notre système d'asile. Notre tradition d'accueil des réfugiés politiques est et restera une valeur cardinale défendue et protégée par le gouvernement. Ce sont environ 10 000 réfugiés politiques qui sont accueillis chaque année par la France. Mais si les procédures d'asile ont une vocation, accueillir des réfugiés politiques, elles n'ont pas pour objet de contourner les règles d'entrée en France pour devenir une filière d'immigration. Or, nous assistons pourtant depuis 2 ans à une très nette augmentation des demandes, plus 20% en 2008, plus 12% en 2009, plus 10% en 2010 à nouveau. Nous devons lutter fermement contre toutes les formes d'abus, car ces abus portent préjudice, en définitive, aux demandeurs de bonne foi qui méritent la protection de notre pays. Face à cela, notre stratégie consiste à tout faire pour réduire la durée d'instruction des demandes d'asile. Cette réduction des délais est d'abord une garantie pour les véritables demandeurs d'asile, celle d'obtenir une réponse dans un délai raisonnable, mais elle doit aussi permettre d'éviter que, le temps passant, la demande d'asile ne soit détournée. Dans cet esprit, dès 2011, nous renforçons les moyens de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile. Grâce à la loi de finances que vous avez votée et à des arbitrages complémentaires intervenus depuis par le Premier ministre, ce sont 40 postes qui sont créés à l'OFPRA et 50 à la Cour nationale du droit d'asile. Ces moyens supplémentaires doivent permettre de réduire la durée d'instruction des demandes d'une moyenne de 19 mois constatée en 2010, qui est tout à fait excessive, à une moyenne d'environ 1 an, et cela dès la fin de cette année. Le projet de loi, par ailleurs, apporte des améliorations procédurales qui poursuivent le même objectif. Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui apporte de nouveaux outils au service de cette stratégie d'ensemble. Le maître mot en est l'efficacité. Vous avez déjà examiné le texte en première lecture. Je me limiterai donc à un bref rappel de son contenu. Le projet, d'abord, inscrit dans notre droit national les innovations que nous avons promues à l'échelle européenne. Concrètement, il transpose 3 directives communautaires. Je souhaite m'arrêter principalement sur la directive Retour, qui donne un nouveau cadre juridique à notre politique d'éloignement des étrangers en situation régulière. Cette directive apporte 3 innovations majeures. Première innovation, la directive Retour pose le principe du délai de départ volontaire pour la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Ce délai doit être compris entre 7 et 30 jours.
Nous faisons le choix, dans le projet qui vous est soumis, de fixer cette durée à 30 jours par cohérence avec le régime actuel des obligations à quitter le territoire français. Mais ce délai de départ volontaire peut être refusé si l'étranger concerné représente une menace pour l'ordre public, si un titre de séjour lui a déjà été refusé pour fraude, ou encore s'il existe un risque qu'il tente de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. C'est ce que l'on appelle le risque de fuite. Ce risque est présumé, par exemple, lorsqu'un étranger est entré irrégulièrement sur le territoire et qui n'a tenté aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Dans son avis du 21 mars dernier, le Conseil d'État a refusé que le risque de fuite puisse être invoqué par l'administration tant que le projet de loi ne serait pas adopté définitivement. Vos débats d'aujourd'hui et votre vote doivent donc permettre de donner toute sa portée à l'application de la directive Retour. Deuxième innovation, la directive Retour encadre davantage le régime de la rétention administrative en prévoyant que celle-ci n'est justifiée que lorsqu'une mesure moins coercitive ne suffirait pas. C'est pourquoi le projet vous suggère de créer une mesure d'assignation à résidence qui constitue une alternative à la rétention. Troisième innovation enfin, la directive Retour crée un dispositif d'interdiction de retour qui est à portée européenne. Cette mesure, qui peut accompagner la mesure d'éloignement, est entourée de nombreuses garanties. Elle doit être motivée, elle n'a aucun caractère systématique et l'autorité administrative peut en moduler la durée. Je rappelle enfin que dans une résolution de février 2007, le Sénat s'était prononcé sur ce dispositif, indiquant que l'interdiction de retour, je cite, constituerait un message fort de solidarité européenne en matière de lutte contre l'immigration illégale. Par ailleurs, le projet propose quelques ajustements juridiques en matière d'intégration et d'accès à la nationalité. Cela signifie d'abord faciliter l'accès à la nationalité française aux étrangers qui manifestent un parcours d'intégration exceptionnel. Pour ces personnes qui s'accomplissent dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs, nous proposons de créer une voie d'accès spécifique à la nationalité française en réduisant la condition de résidence de 5 à 2 ans. Cela signifie ensuite de s'assurer de l'adhésion à nos valeurs de tout étranger demandant à acquérir la nationalité française. Concrètement, le postulant à la naturalisation devra signer une charte des droits et devoirs du citoyen français. Les parlementaires, je le précise, seront dans l'esprit du gouvernement associés à la rédaction de cette charte. En outre, la maîtrise de notre langue serait évaluée de manière beaucoup plus objective qu'aujourd'hui, en s'inspirant des référentiels linguistiques qui sont en vigueur à l'échelon européen. Je voudrais revenir sur un autre volet du texte qui vous est soumis, le renforcement de l'efficacité de nos procédures d'éloignement. Je pense d'abord à la possibilité de créer, en cas de nécessité, des zones d'attente temporaires. Faire cela, c'est se préparer à faire face à des situations exceptionnelles pour que nos services puissent agir dans un cadre clair, juridiquement précis, plutôt que d'improviser au milieu d'un vide juridique. Chacun se souvient qu'en janvier 2010, 123 personnes d'origine kurde ont débarqué de manière inopinée sur une plage de Corse du Sud. Ce dispositif nous aurait été très utile. Il ne s'agit pas, bien entendu, de créer un régime d'exception, mais bien de donner un cadre juridique clair, celui des zones d'attente, à des situations exceptionnelles. La création de ces zones se fera dans le respect de tous les droits dont bénéficient habituellement les migrants dans les zones d'attente traditionnelles, portuaires ou aéroportuaires. Elle sera d'ailleurs limitée dans le temps à une durée maximale de 26 jours que votre rapporteur a souhaité introduire dans le texte. Je pense ensuite à l'allongement de la durée maximale de la rétention administrative de 32 à 45 jours.
Cette mesure tient compte de deux réalités. Première réalité, la limite de 32 jours constitue un frein à la conclusion des accords de réadmission qui sont négociés au niveau communautaire. Deuxième réalité, l'allongement de la durée maximale de rétention administrative doit permettre d'accroître le nombre de délivrances des laissez-passer consulaires. En effet, le nombre de jours nécessaires à l'obtention du laissez-passer consulaire est souvent supérieur à 32. C'est le cas, par exemple, de la Chine, pour laquelle le délai moyen de délivrance du document s'élève à 35 jours, ou du Mali, pour qui ce délai moyen est de 38 jours. Lorsque l'on sait que l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire représente la première cause d'échec des procédures d'éloignement, 34% des cas exactement, l'utilité de l'allongement de cette durée maximale apparaît de façon claire, me semble-t-il. J'ajoute que cet allongement peut paraître raisonnable, puisqu'avec une durée de 45 jours, la France conservera la durée de rétention la plus faible d'Europe. Depuis que vous l'avez adopté en première lecture, le texte a évolué. La principale évolution du texte, c'est que le gouvernement a fait le choix de privilégier les mesures efficaces sur les mesures symboliques. C'est dans cet esprit que nous avons accepté de ne plus faire figurer la mesure sur la déchéance de nationalité qui avait fait l'objet de quelques critiques dans votre Assemblée. Elle n'était qu'une des 75 mesures prévues par le projet de loi et ce choix, je crois, est un signe, s'il en était besoin, de l'attention que le gouvernement apporte aux positions exprimées par le Sénat. Votre commission des lois elle-même a apporté une contribution tout à fait significative au texte en discussion. Je l'ai dit, le travail est mené conjointement entre le gouvernement et votre rapporteur a permis de dégager des positions communes sur plusieurs sujets. Je pense au statut des zones d'attente temporaire que j'évoquais à l'instant, à l'incrimination pénale du mariage fondé sur une fraude au sentiment ou encore sur la lutte contre le travail des étrangers sans titre. Je voudrais également saluer la démarche de votre président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, et de votre rapporteur, François-Noël Buffet, qui ont pris l'initiative de clarifier la rédaction de l'article 17 ter sur les étrangers malades. Notre objectif est clair. Nous voulons simplement éviter que l'assurance maladie ne porte la responsabilité de financer les carences des systèmes de protection sociale des autres pays. Nous voulons appliquer à la lettre la loi du 11 mai 1998, mais nous récusons l'interprétation qu'en a fait le Conseil d'État depuis avril 2010. Je reconnais toutefois que la rédaction qui vous était proposée en première lecture était sans doute ambiguë. La rédaction qui est proposée par votre rapporteur et le président de votre commission des lois est indiscutablement meilleure, elle est plus claire. De surcroît, elle fait une ouverture en permettant à l'autorité administrative de prendre en compte des circonstances exceptionnelles et humanitaires tirées de la situation personnelle du demandeur pour décider l'attribution du titre, même si les critères ne sont pas remplis. Et je crois que c'est faire œuvre salutaire que d'ouvrir ainsi les possibilités d'attribution du titre. Je crois que nous parvenons là à un équilibre acceptable par tous et je dis d'emblée que le gouvernement soutiendra l'amendement de messieurs Hyest et Buffet. Je voudrais, pour terminer, vous dire quelques mots de la réforme du contentieux de l'éloignement. Votre commission des lois a validé le principe de la réforme visant à rétablir l'ordre logique des interventions respectives du juge administratif et du juge judiciaire. Je tiens à saluer cette position. Cette réforme, le gouvernement en est convaincu, est une bonne réforme. Elle apportera plus de sécurité juridique, une meilleure administration de la justice et elle ne porte en aucune façon atteinte aux droits des étrangers. Il demeure toutefois une nuance entre la position du gouvernement et celle de votre commission des lois. Celle-ci limite à 4 jours le délai d'intervention du juge des libertés et de la détention, alors que le projet du gouvernement prévoyait un délai de 5 jours.
En réalité, dans notre esprit, ce délai correspond au temps nécessaire pour que le juge administratif puisse se prononcer sur le recours déposé par l'étranger. Dans l'esprit du gouvernement, les 5 jours se décomposent de la manière suivante: 48 heures pour que l'étranger dépose son recours devant le juge administratif et 72 heures pour que celui-ci statue. Il y aurait donc 2 manières de passer de 5 jours à 4 jours. Première option, réduire de 24 heures le délai de recours, mais cette option ne paraît pas raisonnable car elle constituerait un retour en arrière au détriment de l'expression des droits des étrangers concernés. Elle présenterait un fort risque d'inconstitutionnalité de surcroît, puisqu'elle porterait atteinte au principe du droit à un recours effectif. Seconde option, réduire de 24 heures le temps imparti au juge pour statuer, qui ne disposerait alors plus de 72 heures, mais de 48 heures. Le gouvernement pense que cette hypothèse n'est pas tout à fait satisfaisante, et pour plusieurs raisons. Compte tenu du volume du contentieux des étrangers, le respect du délai de 72 heures par les juges administratifs nécessite déjà, à l'heure actuelle, des efforts importants. Or, le projet de loi, il faut bien en avoir conscience, de façon mécanique, va accroître le nombre de recours devant le juge administratif. À partir du moment où il sera le premier juge appelé à se prononcer, il est inévitable que davantage d'étrangers souhaiteront le solliciter. Aujourd'hui, seule une mesure d'éloignement sur 6 est contestée devant le juge administratif, probablement parce que beaucoup d'étrangers anticipent qu'ils seront d'abord présentés au juge des libertés et de la détention et que c'est donc devant ce juge qu'ils doivent faire valoir leurs arguments. En outre, avec le projet de loi, le juge administratif est le seul juge compétent pour contrôler des innovations, l'interdiction de recours et une voie de recours accélérée est créée devant lui sur la légalité du placement en rétention. Tout cela doit normalement conduire les étrangers à saisir plus fréquemment le juge administratif. En outre, chacune de ces requêtes sera elle-même plus complexe à juger. De cela aussi, il faut avoir conscience, car elle portera sur un nombre plus élevé qu'auparavant de décisions administratives. Le projet de loi crée l'interdiction de retour, impose au préfet de prendre une décision sur l'octroi ou non du délai de départ volontaire et amène le juge à se prononcer plus systématiquement sur la légalité du placement en rétention. Au total, le juge administratif n'aura pas moins de 5 décisions administratives à juger lorsqu'il sera saisi. Il lui sera donc très difficile de se prononcer en 48 heures au lieu des 72 actuels. Le juge risque dans ces conditions de se prononcer hors délai, ce qui réduirait à néant notre stratégie visant à ce qu'il statue avant le juge judiciaire. Je me permets d'ajouter une autre considération qui est très pratique. Réduire le délai de jugement à 48 heures, cela revient pour un recours déposé le vendredi à imposer de statuer pendant le week-end. Cela n'est pas forcément très facile à faire fonctionner la justice dans des conditions sereines. De même, le système des 4 jours pose d'autres questions d'organisation qui sont très concrètes mais très difficiles. Compte tenu d'un délai de jugement très contraint, le tribunal administratif organiserait son audience quelques heures seulement avant que le juge des libertés et de la détention n'organise lui-même son audience. Si les 2 juges ne siègent pas dans la même ville, ce sera très difficile de présenter l'étranger dans des conditions matériellement satisfaisantes devant ces 2 juges administratifs et judiciaires. C'est pour toutes ces raisons que les vice-présidents du Conseil d'État successifs se sont explicitement prononcés en leur qualité de président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs, je le précise, et non pas en leur qualité juridictionnelle, en 2003 et en 2006, pour un délai de jugement de 72 heures. Je voudrais aussi souligner que le report à 5 jours de l'intervention du JLD ne constitue pas une atteinte excessive au droit de l'étranger à être présenté à un juge. Même après la réforme, la France n'aurait rien à envier en termes de droits des étrangers à un recours effectif à ses principaux partenaires. Il
faut bien sûr limiter les comparaisons aux pays qui, comme la France, ont un système de dualisme juridictionnel, mais nous évoquerons sans doute ces questions dans le courant des débats. Vraiment, la France continuera à se présenter dans d'excellentes conditions par rapport à ce partenaire. Bref, vous l'avez compris, aux yeux du gouvernement, le report à 5 jours de l'intervention du juge des libertés et de la détention constitue une réforme proportionnée aux objectifs poursuivis, qui sont de renforcer la sécurité juridique des procédures et d'assurer une meilleure administration de la justice. Et c'est cette option que le gouvernement vous demande de bien vouloir retenir. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais partager avec vous cet après-midi. Avec ce projet de loi, le gouvernement a un objectif simple et clair: apporter des réponses républicaines, concrètes, opérationnelles aux défis auxquels est confrontée aujourd'hui notre politique d'immigration. Car nous n'avons qu'une ambition: mener une politique d'immigration ferme à l'endroit de celles et de ceux qui ne respectent pas la loi de la République, mais aussi humaine, c'est-à-dire respectueuse des droits et de la dignité des personnes et accueillante pour les étrangers que nous autorisons à séjourner. C'est à cette condition que nous parviendrons à consolider l'équilibre de notre communauté et notre cohésion sociale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, rapporteur de la Commission des lois. Merci beaucoup. Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous abordons effectivement aujourd'hui la deuxième lecture du projet de loi relatif à l'immigration, l'intégration et à la nationalité qui nous a été transmis par nos collègues de l'Assemblée nationale le 15 mars dernier. Je vous propose d'abord d'évoquer en quelques mots les points sur lesquels nous sommes parvenus à ce stade avec l'Assemblée nationale à un accord. Je dois dire ces accords sont nombreux et concernent quelques-uns des aspects essentiels de la réforme. Tout d'abord, la transposition des mesures d'éloignement prévues par la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive retour, a fait l'objet d'un accord entre nos deux assemblées. Rappelons qu'elle substitue au dispositif actuellement existant en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière une mesure unique d'obligation de quitter le territoire, communément dénommé OQTF. Cette OQTF sera, dans chaque cas, assortie ou non d'un délai de départ volontaire, selon des critères précis dont la Commission des lois du Sénat a souhaité qu'ils soient énumérés de manière limitative, comme d'ailleurs nous l'avions décidé en première lecture. Je pense que la simplification apportée par cette réforme est une bonne chose tant pour nos administrations, qui se voient actuellement confrontées à des choix difficiles du seul fait d'un manque de clarté des dispositions du Code des étrangers, que pour les citoyens et pour les étrangers eux-mêmes, qui seront ainsi mieux à même de comprendre le sens et la portée des décisions qui seront prises à leur encontre. Je note par ailleurs que les députés ont accepté de revenir, comme nous l'avions souhaité, à une interdiction de retour non automatique, mais décidée par le préfet, en tenant compte de manière approfondie de la situation personnelle de l'étranger et de ses liens éventuels avec notre pays. Nos deux assemblées ont également trouvé un accord sur les dispositions introduites par le gouvernement pour assurer une transposition plus fidèle de la directive dite libre circulation. Il sera désormais écrit expressément dans le Code des étrangers que seule une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société pourra justifier qu'un ressortissant communautaire soit éloigné de notre territoire. Il est également précisé que l'autorité administrative devra tenir le plus grand compte de la situation de l'intéressé avant de prononcer une telle mesure. Voilà qui, de notre point de vue, devrait enfin apaiser le débat relatif aux garanties dont bénéficieraient ou ne bénéficieraient pas les ressortissants bulgares ou roumains. Nous avons par ailleurs trouvé un accord sur une partie du dispositif relatif aux zones d'attente dites ad hoc.
Celles-ci permettront de prendre en charge, dans de bonnes conditions, des arrivées de groupes de personnes en dehors des points de passage frontaliers, en les faisant bénéficier des droits afférents aux zones d'attente dites ordinaires. Restent cependant, sur ce sujet, quelques points de divergence avec l'Assemblée nationale que nous évoquerons dans quelques instants. Sur les dispositions destinées à renforcer les conditions dans lesquelles l'assimilation de l'étranger à la communauté française est appréciée, les députés ont, en seconde lecture, ajouté des éléments relatifs à l'évaluation de la connaissance de l'histoire, de la culture et de la société française. La commission des lois a inséré des précisions indispensables, nous semble-t-il, pour assurer la plus grande équité entre les personnes. En particulier, il est nécessaire que les connaissances continuent à être appréciées, comme le prévoit le Code civil, selon la condition de chaque personne qui demande à être naturalisée. S'agissant par ailleurs de la disposition très débattue relative à la déchéance de la nationalité, l'Assemblée nationale, qui avait adopté cette disposition en première lecture, s'est ralliée en seconde lecture à la position du Sénat qui l'avait supprimée en séance publique. Un dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, la plupart des dispositions relatives à la législation du travail et aux poursuites contre les travailleurs, non pas les travailleurs illégaux, mais les entrepreneurs qui emploient des personnes dans le cadre du travail illégal, font partie des points d'accord à quelques exceptions près. Il faut d'ailleurs se réjouir que nos travaux sur ce sujet se soient déroulés de manière relativement consensuelle. Voilà pour les points d'accord. J'en viens maintenant aux points de discussion qui restent pendants et quels sont donc les principaux sujets sur lesquels nous avons exprimé un désaccord avec les travaux de l'Assemblée nationale. Je voudrais, une fois, ça n'est pas l'usage peut-être à cette tribune, mais faire une toute petite mise au point qui me paraît importante pour le Sénat. Je voudrais dire que je regrette que nos collègues députés aient souvent rejeté sans explication aucune, des modifications que nous avions apportées dans le seul souci d'améliorer le texte qui nous était soumis. Mais je regrette encore plus que opposer nos travaux à ceux dits de, entre les parenthèses, la représentation nationale, comme l'a fait à plusieurs reprises le rapporteur de l'Assemblée nationale, ne me semble pas tout à fait digne de l'esprit du bicamérisme qui nous anime. Après tout, nous sommes tous élus au suffrage universel. Il fallait le dire, les jeunes diraient, c'est fait. Pour en revenir au texte, nous avons d'abord estimé qu'il convenait de mieux définir les zones d'attente ad hoc. En effet, le texte issu de l'Assemblée nationale permettrait de créer des zones d'attente ad hoc à caractère pérenne, ce qui ne correspond pas ni à l'intention initiale du gouvernement, ni à l'idée que l'on peut se faire d'un dispositif temporaire destiné à répondre à des situations exceptionnelles. La Commission a donc adopté un amendement qui permet de préserver ce caractère exceptionnel du dispositif en fixant une durée maximale de 26 jours correspondant à celle du maintien en zone d'attente ordinaire. Par ailleurs, l'Assemblée a adopté en séance publique un amendement supprimant le principe de l'acquisition automatique de la nationalité française à 18 ans pour les enfants nés en France de parents étrangers et ayant leur résidence habituelle en France. Sans avoir à se prononcer sur le fond, une telle disposition qui constitue une mesure nouvelle sans lien direct avec une disposition du texte en discussion, puisqu'elle concerne l'acquisition automatique de la nationalité française et non la naturalisation ou l'acquisition par déclaration, ne satisfait pas à la règle de l'entonnoir et présente pour cette raison un véritable risque d'inconstitutionnalité, dura lex sed lex, mais c'est pourquoi votre commission l'a écarté. La commission a également rejeté la modification des dispositions en vigueur relatives au séjour des étrangers gravement malades. La volonté de revenir à l'état antérieur à une jurisprudence qui nous paraissait excessivement libérale du Conseil d'État semble toutefois légitime. C'est la raison pour laquelle, comme Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, la Commission a adopté un amendement ce matin visant à rédiger de nouveau l'article 17 ter en fixant bien les objectifs qui sont souhaités par les uns et par les autres,
à savoir tout en tenant à la volonté d'avoir une action à caractère humanitaire et en préservant bien sûr sur notre territoire ceux qui sont des étrangers qui sont les plus gravement malades, pouvoir tout de même affirmer un principe de fermeté afin de ne pas avoir à gérer un certain nombre de déviances du dispositif. Concernant l'incrimination des mariages gris, les députés n'ont pas suivi le Sénat qui avait remplacé celui-ci dans le cadre du droit et de l'échelle des peines en vigueur. La Commission a rétabli la rédaction votée par le Sénat en première lecture. S'agissant du droit d'asile, notre Commission a exprimé son désaccord également avec l'Assemblée nationale sur un certain nombre de dispositions. Ce droit constitue tant une tradition nationale qu'une obligation constitutionnelle et conventionnelle. Il faut par conséquent en préserver son effectivité. C'est pourquoi la Commission est à nouveau revenue sur la suppression pure et simple de l'aide juridictionnelle en procédure de réexamen, de manière à ce que seules soient concernées les personnes qui ont pu faire leur demande dans de bonnes conditions, c'est-à-dire après avoir été précédemment entendues par l'OFPRA ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, assistées par un avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Enfin et surtout, le débat reste ouvert sur la difficile question du contentieux des mesures d'éloignement. Au délai de 5 jours pour l'intervention du juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet pour prolonger la rétention administrative, la commission des lois a préféré, sur proposition de notre président Jean-Jacques Hyest, un délai de 4 jours. Bien que ce délai n'ait pas été expressément validé par le Conseil constitutionnel, il semble en effet déjà en vigueur. Ce délai est en effet déjà en vigueur pour les zones d'attente. Le risque de censure semble donc le moindre, d'autant que la Commission vous proposera également de prévoir que le juge administratif doive se prononcer sur les décisions prises par le préfet à l'encontre de l'étranger dans le même délai de 4 jours. Sera ainsi préservé l'objectif de clarification des procédures juridictionnelles absolument nécessaires, comme l'avait redit le rapport Mazot, qui constitue le sens même d'ailleurs de cette réforme. Voici, mes chers collègues, les grands axes de modification adoptés par la Commission des lois pour la seconde lecture de ce projet, et c'est donc en l'état qu'il se présente à nous. Merci. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Louis Masson, au titre des non-inscrits. Madame le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce projet de loi qui concerne les conditions de séjour, qui est d'ailleurs très large, est un projet de loi qui conduit à apporter un certain nombre de réponses à des vrais problèmes. Ceci étant, je regrette très vivement que sur certains points, il n'aille pas assez loin parce que, à mon avis, et de l'avis quand même de beaucoup de nos concitoyens, les problèmes de l'immigration posent, disons, à l'ensemble de notre société un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes qui amènent nos concitoyens à souhaiter que, tout au moins un certain nombre de nos concitoyens dont je fais partie, à souhaiter qu'il y ait une plus grande fermeté. Et je crois que les récents résultats des élections, que ce soit les cantonales ou d'autres élections, montrent que nos citoyens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, etc., eh bien, souhaiteraient qu'à un moment donné, la société française tienne compte avant tout des problèmes des gens qui habitent en France, plus que des problèmes des gens qui veulent venir, qui malgré nos lois, veulent venir sur le territoire français. Donc, pour ma part, certaines de ces dispositions me paraissent pertinentes. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'esprit qui a prévalu à cette loi, enfin, au dépôt de ce projet de loi, parce que on assiste actuellement à une sorte d'instrumentalisation à des fins politiques ou politiciennes d'un certain nombre de dossiers, de problèmes qui mériteraient d'être traités plus sérieusement, que ce soit
plus sérieusement dans le sens de l'assouplissement, ou plus sérieusement dans le sens du durcissement, comme je le souhaite. On a à peu près chaque année 1 ou 2 textes sur la délinquance, sur l'immigration, etc. Et je pense que nos concitoyens commencent à en avoir par-dessus la tête. Parce que quand il y a des vraies difficultés, eh bien, on sort un lapin du chapeau en disant, bah, tiens, on va lancer une idée. Et, le meilleur exemple de lapin du chapeau, c'était cette déchéance de la nationalité française. Bon, ça servait strictement à rien, mais on a secoué le lapin pour faire croire à nos citoyens qu'on faisait quelque chose. Alors, au lieu de secouer le lapin de la déchéance de la nationalité française qui n'aurait concerné peut-être qu'une ou deux personnes tous les 10 ans ou tous les 5 ans, il valait mieux peut-être prendre des mesures un peu plus coercitives. Alors, je crois que là, c'est tout le problème d'ailleurs qui est posé de l'action du gouvernement et du président de la République depuis quelques années, parce qu'on assiste parfois au dévoiement de problèmes de fond qui mériteraient d'être traités sur des règles de fond, sur une base de fond, et qui sont systématiquement instrumentalisés dans une logique politicienne. Et pour ma part, je le dis bien, je suis partisan d'un durcissement de la loi sur tout ce qui concerne l'immigration et dans un certain nombre de dossiers. Par contre, je suis radicalement hostile à ces gesticulations politiciennes auxquelles on assiste continuellement au niveau de la gestion de la France actuellement. Et d'ailleurs, le résultat des dernières élections cantonales devrait faire réfléchir un certain nombre de personnes et au plus haut niveau de l'État. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Anne-Marie Escoffier pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il n'y a aucune raison pour que la mondialisation croissante des échanges et de l'information ne s'étende pas aux mouvements de population. S'ils sont maîtrisés, les flux migratoires seront une richesse pour notre pays. D'ailleurs, la France a toujours été un pays d'immigration et elle doit à cette tradition une large part de son règlement. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre le journal de 19h présenté ce soir par Michel Grossior. Il reviendra bien entendu sur l'examen de ce projet de loi immigration, intégration et nationalité. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.